Le 18h, toute l'actualité politique de ce mardi 13 octobre. Voici les titres. Une version allégée de la réforme des lycées présentée ce matin par Nicolas Sarkozy qui a tiré les leçons du blocage de l'an dernier. Les élèves se verront reconnaître un droit à l'erreur en matière d'orientation. François Fillon ferme sur les réformes, dont celle de la taxe professionnelle, l'une des plus impopulaires parmi les élus de gauche comme de droite. Convocation d'urgence des syndicats de restaurateurs par le secrétaire d'État au commerce. Hervé Novelli veut faire le point sur la baisse de la TVA. Nicolas Sarkozy, donc, a pris la parole ce matin à l'Élysée. Une révolution, a-t-il dit, du système d'orientation qui devient progressif pour les lycéens, des stages de remise à niveau pour éviter les redoublements, une revalorisation des filières technologiques et littéraires, l'extension du soutien personnalisé. Ce sont donc les grandes orientations de la version amincie. Les syndicats déplorent un manque d'envergure de la réforme du lycée présentée par le chef de l'État. Et lors de son discours à l'Élysée, donc, Nicolas Sarkozy a surpris en évoquant 1802, année qui a permis à la France de mettre un terme au privilège de la naissance. Nous l'écoutons. La création du lycée, c'est le geste fondateur de notre éducation nationale. C'est un geste qui signifiait très concrètement la fin des privilèges de la naissance. Cela voulait dire que désormais en France, c'est de l'école que sortiront les élites et pas de la naissance. Cela voulait dire désormais que ce qui compte en France pour réussir, ce n'est plus d'être bien né. Pour réussir, c'est travailler dur et avoir fait la preuve, par ses études, par son travail, de sa valeur. En marge de son discours, peu après, le chef de l'État a déclaré très explicite à propos de son fils et à propos de l'arrivée annoncée de Jean Sarkozy à la tête de l'établissement public de la Défense. Ce n'est jamais bien de donner quelqu'un en pâture. François Hollande, lui, affirme que Nicolas Sarkozy s'est approprié l'État. Le débat gagne la majorité sur cette question également dans le huis clos des réunions des parlementaires UMP où la grogne est déjà manifeste sur les réformes qui fâchent. Je citais bien sûr en premier lieu celle de la taxe professionnelle. Fabrice Cunet. Pour les ministres, l'exercice est devenu souvent périlleux. Défendre un texte au Sénat devant une majorité frondeuse. Ce matin, Xavier Bertrand doit tenter d'apaiser les tensions devant les sénateurs UMP. Cette fois, c'est la réforme de la taxe professionnelle qui coince. Oui, on souhaite avoir des explications et savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Ce que nous ne voulons pas, nous, élus locaux, c'est d'être dans la main de l'État. Taxe professionnelle, réforme de la Poste. Le secrétaire général de l'UMP se s'est attendu. Et l'actualité a donné de nouveaux motifs de grogne, comme la promotion de Jean Sarkozy, qui divise au sein du Sénat. Mais c'est bien la taxe professionnelle qui cristallise les inquiétudes. Un conseiller technique de Christine Lagarde est même venu expliquer la réforme. On va écouter, et de toute façon, on ne fera pas voter n'importe quoi au sénateur. Le sénateur, il sait ce qu'il a envie de voter. Il sait aussi ce qui va dans le sens des collectivités, donc c'est avec ce dialogue qu'on trouvera les bonnes solutions. Dans une famille politique, il y a des expressions différentes, tant mieux. La réforme constitutionnelle devait renforcer les pouvoirs du Parlement. Objectif atteint ou non, toujours est-il que les sénateurs UMP jouent de plus en plus la carte de l'indépendance polie vis-à-vis de l'exécutif. Moi, je n'appellerais pas ça un vent de fronde. Soit dans ce pays, le Parlement est un Parlement et il utilise les pouvoirs qui sont les siens, soit le Parlement est, et notamment sa majorité, aux ordres à tout prix de l'exécutif. Donc je pense que cette deuxième vision du pouvoir législatif est complètement dépassée aujourd'hui. Fronde ou pas, certains sénateurs UMP menacent de s'abstenir sur le vote de la réforme de la taxe professionnelle. Xavier Bertrand pourrait revenir rapidement. Voilà, réaction et explication de notre invité Gérard Larcher, le président du Sénat, dans quelques secondes. Au troisième mois d'application de la baisse de la TVA dans la restauration, Hervé Novelli convoque d'urgence aujourd'hui les 9 syndicats professionnels. Il s'agit de faire le point sur la baisse des prix qui n'est pas extraordinaire selon le mot du secrétaire d'État au commerce. Faire le point également sur les salaires et les créations d'emplois dans ce secteur. La baisse de la TVA coûte à l'État près de 3 milliards d'euros. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, a inauguré tout à l'heure, vous l'avez suivi en direct sur Public Sénat, la nouvelle formule des questions cribles, donc au Sénat, échange vif, minuté, avec un droit de réponse des sénateurs. La crise agricole, notamment du lait, de l'élevage, a été au cœur de cette séance, qui a conduit le ministre à détailler les mesures déjà arrêtées en faveur des filières en difficulté. Tout de suite, 3 questions, et même plus, à Gérard Larcher, le président du Sénat.
Gérard Larcher, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous ai vu très attentif au début de ce journal en présentant ce matin sa réforme du lycée. Nicolas Sarkozy a dénoncé les privilèges de la naissance. Est-ce que le rappel était opportun? En tous les cas, les privilèges de la naissance, il est vrai que le lycée et l'éducation, eh bien, les remplacent par le privilège offert à chacune et à chacun d'être formé et bien formé. Et simplement, la seule interrogation qui est la mienne, moi qui ai été aussi ministre du Travail, c'est de voir 150 000 jeunes qui sortent de notre système sans avoir acquis la formation qui permet d'affronter la vie. Ces jeunes qui galèrent, c'est vrai au sortir du secondaire, c'est vrai quand il y a échec à l'université, et ça c'est une vraie préoccupation. Il faut apporter une réponse. On ne peut pas se satisfaire de voir des jeunes qui aujourd'hui ont un taux de chômage 2,5 fois supérieur au taux de chômage moyen national. C'est vrai dans beaucoup de pays de l'OCDE, c'est pour moi inacceptable. Alors le chef de l'État, bien sûr, a rappelé cette valeur essentielle de la méritocratie. Gérard Larcher, il n'y avait pas d'ironie dans le ton, on l'a bien vu. Tout le monde quand même a pensé à son fils, qui s'apprête donc à prendre la direction de l'établissement public de la Défense. Beaucoup y voient justement un privilège de la naissance. Écoutez, et vous? Jean Sarkozy, il a été élu au Conseil général. Ce sont ses pairs du Conseil général à l'intérieur du groupe majoritaire qui l'ont désigné pour remplacer un autre conseiller général. Il a été élu par le Conseil d'administration. Vous savez, en démocratie, c'est l'élection qui tranche. Mais quand même, il paraît qu'on en discute assez fort chez les parlementaires UMP ce matin même. Bien sûr, parce que, comme le disait Philippe Dallier il y a un instant dans le reportage, si on ne parle pas au Parlement très librement, oui. je crois que le Parlement, qu'on soit dans la majorité ou qu'on soit dans l'opposition, c'est un lieu de la libre parole, c'est ce que je souhaite pour le Sénat. Et pour dire quoi en l'espèce? Que disent les voix les plus contestataires? Parce que le tollé... Écoutez, vous les avez écoutés, vous les avez entendus, oui. Je ne fais qu'un seul constat, c'est que Jean Sarkozy a été élu. Pour avoir été élu plutôt jeune aussi, je ne vais pas récuser à la jeunesse le droit d'être élu à des postes. Pas de quoi douter, selon vous, de l'impartialité du pouvoir? Écoutez, c'est la responsabilité des conseillers généraux des Hauts-de-Seine. Est-ce que, selon vous, Gérard Larcher, il y a un risque que cette polémique, qui provoque un tollé à gauche, mais aussi suscite un malaise à droite, vous le confirmez? On en a eu confirmation ce matin lors de la réunion de groupe. Un débat. Un débat. Est-ce que cette polémique risque de rendre la tâche encore plus difficile à David Douillet, qui brigue le poste de député Écoutez, dans les Yvelines qu'a fait dimanche David prochain? Douillet dans la 12e circonscription des Yvelines, avec Joël Regnault, son suppléant, c'est un score tout à fait remarquable. Je suis confiant pour le second tour. Naturellement, il faut encore convaincre, encore mobiliser les abstentionnistes. Oui. En tous les cas, le candidat Douillet, c'est un candidat des Yvelines, avec son image, avec son charisme, avec sa disponibilité. Il nous a tous étonnés. Oui. À la fois par sa proximité, sa connaissance des dossiers, enfin tous étonnés, pas tout à fait ceux qu'il connaissait depuis longtemps. Mais on a quand même noté, vous l'avez dit, une faible mobilisation. Est-ce que c'est normal pour un scrutin partiel ou est-ce que c'est révélateur d'un certain climat chez les électeurs peut-être traditionnels de droite aujourd'hui? L'ensemble des élections partielles, un peu moins quand il s'agit d'élections municipales, montre un engagement qui ne couvre environ que le tiers de l'électorat. On peut le regretter. Voilà pourquoi il nous semble important qu'au second tour, les électeurs de la 12e circonscription se mobilisent beaucoup plus qu'au premier tour. Alors, à l'heure des réformes difficiles pour l'exécutif, nous l'avons vu, l'opposition bien sûr, mais aussi la majorité se fâche. Taxe professionnelle, réforme territoriale, taxe carbone. Qu'est-ce que vous répondez à François Fillon qui exclut tout report de la réforme, de la taxe professionnelle, Tout d'abord, et de son mode de financement et de compensation pour les communes? C'est le point le plus difficile et le plus délicat pour les élus. Au travers de la mission portant réforme de la gouvernance des collectivités territoriales, le Sénat travaille et a travaillé. La mission Belot a présenté le 30 juin un rapport, et ce rapport, il compte aujourd'hui pour préparer le débat que nous aurons après la présentation au Conseil des ministres du projet de loi portant réforme de la gouvernance des collectivités territoriales. Mais, un peu paradoxe de l'agenda, nous aurons un débat dans le cadre du projet de loi de finances sur la suppression de la taxe professionnelle. Par quoi sera-t-elle remplacée? Une contribution économique territoriale. Ce que nous avons demandé, ce que j'ai demandé, c'est que la répartition de la recette fiscale future, d'abord, soit garantie totalement sur l'année 2010, en quelque sorte une année blanche avec des sommes comparables, et que ce soit le Parlement qui débatte de la répartition de ces recettes fiscales. C'est un débat important et je l'annonce puisque Jean Arthuis, nous avons fait le point en début d'après-midi, la Commission des finances du Sénat, élargie à la nouvelle délégation aux collectivités territoriales du Sénat, va s'atteler à cette tâche.
une tâche qui va se poursuivre sur l'année 2010 pour proposer, dans le dialogue et le débat avec l'ensemble de nos collègues, et pas simplement, j'allais dire, entre collègues de tel ou tel groupe politique, les propositions que nous ferons en matière de répartition des ressources fiscales. Et François Fillon dit la réforme n'attendra pas. Attendez, François Fillon dit suppression de la taxe professionnelle. C'est un fait, c'est nécessaire aussi à la compétitivité de nos entreprises dans une période de crise. Mais en même temps, ça n'est pas dans le projet de loi finances de cette année que nous débattrons de la répartition de la contribution économique territoriale, notamment entre communes et communautés de communes, parce que régions et départements, trois sujets se posent. Première des choses, quelle recette? Besoin d'une somme d'argent. Quelle est la part d'autonomie de la décision des collectivités territoriales? Comment cette contribution économique territoriale, basée à la fois sur le foncier bâti et sur la valeur ajoutée, comment est-elle stabilisée entre les différentes collectivités territoriales? Voilà des sujets qui sont sur la table. Et pour vous, donc, ces deux réformes doivent avancer d'un même pas, c'est-à-dire la réforme de la taxe professionnelle et celle des compensations. Qui fait quoi avant de parler moyens financiers, savoir qui fait quoi et mettre en face les moyens financiers nécessaires. Alain Juppé a jugé qu'on se foutait du monde dans cette affaire, c'est-à-dire des collectivités locales qui risquent effectivement qui risquent de perdre plusieurs milliards d'euros. Est-ce qu'il dit vrai? Alain Juppé a dit, notamment sur les métropoles, je rappelle, resituons le débat. Nous avions d'ailleurs été voir Alain Juppé et les élus de la région Aquitaine, aussi Alain Rousset, président de la région Aquitaine, lors de nos rencontres. Le Public Sénat était présent. Alain Juppé, lui, il croit à une métropole qui est une nouvelle collectivité territoriale, portant des compétences assez larges. C'est aussi la vision de Lyon et de l'agglomération lyonnaise. Eh bien, Alain Juppé dit, je ne retrouve pas dans le projet de loi du gouvernement, mais il le retrouvera sans doute au Sénat, parce que la mission Belot a proposé l'alternative entre une collectivité territoriale de plein exercice, une espèce de métropole de dimension européenne, avec des papiers en quelque sorte, ou l'approfondissement de l'établissement public de coopération intercommunale, qui s'appelle une communauté urbaine, avec des pouvoirs renforcés. Le Premier ministre a été assez sévère ce matin. Il était l'invité de nos confrères de RTL. Pour les collectivités locales, vous l'avez entendu, elles doivent aussi participer au combat contre la crise, a-t-il lancé. Est-ce que c'est un rappel à l'ordre fondé, selon vous? À tous les cas, les collectivités territoriales, elles participent à la lutte, j'allais dire, contre la crise, pour l'activité économique, pour l'emploi, aussi dans la dimension sociale du soutien à la crise. Regardez leur rôle et leur place qu'elles jouent, notamment dans le cadre du RSA. Regardez aussi le rôle que jouent les collectivités territoriales dans le développement des zones d'activité. Donc tout le monde est sur le front. Il ne faut pas les blâmer, je crois qu'en période de crise, on a besoin d'être tous rassemblés et pas de distinguer entre les uns et les autres. C'est plutôt, en tant que président du Sénat, moi, un appel à la mobilisation de tous. Et on ne sortira pas de la crise sans avoir un territoire compétitif. Et nous, Sénat, qui représentons le territoire, qui avons cette responsabilité, nous savons bien que la sortie de crise passera par la compétitivité des territoires, par la démocratie territoriale, mais aussi par la solidarité territoriale. Ce sont ces éléments dont il faut discuter, parce qu'il y a des vrais sujets. Les départements, par exemple, qui ont moins d'activités et de plus en plus de personnes âgées dépendantes, avec des besoins de financement sociaux. Tous ces sujets-là, nous devons les mettre sur la table. Alors, vous parlez de compétitivité. Il y a un autre reproche qui est entendu. On dit que quand l'État baisse le nombre de fonctionnaires, il se passe l'inverse avec les collectivités locales qui embauchent à tour de bras. Est-ce que c'est, là encore, un procès infondé en irresponsabilité? J'allais dire, aucune analyse, n'est infondée, mais regardons les choses. On a transféré beaucoup aux collectivités territoriales. Donc il est normal qu'elles Regardez, depuis 1983, ce qui s'est passé en matière tout simplement de collège par rapport au département. Regardons l'action sociale qui est conduite notamment dans les départements avec les collectivités locales. Je crois qu'il faut naturellement être attentif à la dépense publique et que cette attention, les collectivités territoriales doivent la porter aussi. Cette réalité-là, elles ne peuvent pas y échapper. Elles ne sont pas dans une bulle hors des réalités économiques, hors de la richesse qui est construite par l'ensemble du pays. Mais je dois dire que je ne serai pas de ceux qui montrent les collectivités territoriales du doigt. Je les appelle au contraire à réformer leur gouvernance. Ça, je pense que les travaux du Sénat sont particulièrement en proposition sur ce sujet.
Nous aurons un débat avec le gouvernement. Je l'ai dit, le texte ne sortira pas du Sénat comme il y est rentré. Moi, je suis pour la réforme de la gouvernance des collectivités territoriales. Je pense qu'on ne sera pas déçu par un Sénat. On a souvent dit que le Sénat serait conservateur. Il est plutôt un acteur de proposition aujourd'hui. Est-ce que ce sera une véritable simplification du millefeuille administratif? C'est ce qu'il faut conduire, surtout une clarification. Savoir qui fait quoi, comment on finance les projets, savoir aussi les moyens qui sont donnés aux collectivités territoriales. Il faudra aussi appeler l'État à se réformer. Parce que, à réforme de gouvernance des collectivités territoriales, il faut aussi réforme de l'État. Il se donne comme exemple. Donc on a besoin de travailler ensemble. Plus globalement, Gérard Larcher, avec cette grogne tous azimuts qu'on évoque depuis le début de cette édition, y a-t-il un divorce comme jamais entre le chef de l'État et sa majorité? Le sénateur Hubert Haenel, cité par Le Monde hier, dit qu'il n'a jamais vu un tel décalage entre le président de la République et sa majorité, un tel ras-le-bol, dit-il. Non, je ne le crois pas. Vous percevez les choses comme ça? Pas du tout. Je pense que le président de la République poursuit, à un moment de crise mondiale, avec courage les réformes. Que ces réformes, il les propose au pays. Qu'il serait beaucoup plus simple de dire, allez, on attend que les orages soient passés. Et cette volonté de réforme, je la soutiens. Simplement, il est important que le Parlement, et notamment le Sénat, fasse entendre sa voix, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une volonté de réforme, encore faut-il que ces réformes soient construites, qu'elles soient comprises par le pays, et que de manière pragmatique, elles puissent se faire en œuvre. Se mettre en œuvre, à quoi servirait d'annoncer des réformes, et que derrière, concrètement, elle ne se mettrait pas en œuvre. Alors, dans l'actualité également, je vous ai vu très intéressé, Gérard Larcher, par la convocation en urgence par Hervé Novelli des syndicats des professionnels de la restauration. Est-ce qu'il faut regarder d'un peu plus près, effectivement, cet avantage qui a été accordé aux restaurateurs, la baisse de la TVA qui coûte 3 milliards d'euros à l'État? Est-ce que le compte y est en retour? En matière d'emploi, vous rappelez que vous avez été ministre du Travail, en termes de salaire et de baisse des prix. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs de négociations à un moment où on essayait de baisser la TVA sur la restauration, parce que, reconnaissons, est-ce qu'il est normal que dans la restauration dite rapide, on ait une TVA à 5,5 et que nous ayons une TVA différente dans d'autres secteurs? La contrepartie, c'est quoi? Meilleure formation. Très importante dans un secteur où les ruptures d'apprentissage sont nombreuses, où les perspectives de carrière ne sont guère valorisées. Deuxième des choses, très important, baisse des prix pour les consommateurs. C'est pas terrible, hein. Carrière mieux assurée et formation mieux valorisée. Cette règle des 3 tiers, je souhaiterais qu'elle soit appliquée. Et pour l'instant, vous avez des doutes. Vous demandez à regarder un peu plus près. Je pense que ça mérite une vraie évaluation et que le secrétaire d'État, Hervé Novelli, a bien raison. Oui, très bien, parce que ça coûte cher, je le disais. 3 milliards, ça n'est pas rien. Bon. Si ça crée le nombre d'emplois qui est attendu, ça vaut le coup. Mais je crois qu'il faut évaluer les conséquences de cette décision. Alors, on a pu assister à une première tout à l'heure, c'était en direct sur Public Sénat, les questions cribles avec Bruno Le Maire, qui a été interrogé, poursuivi même par les sénateurs qui ont un droit interrogé, un droit de réponse. Et c'est le Parlement, interrogé par les sénateurs sur un sujet majeur, les crises agricoles. Nous connaissons aujourd'hui la réalité de l'immense majorité des producteurs laitiers qui ne savent pas comment finir le mois, parce que l'urgence, elle est à quelques jours, à quelques semaines. Il en est de même dans le secteur des céréales. Il n'y a plus de prix agricole depuis quelques semaines. Cette réalité-là, les consommateurs, les téléspectateurs de Public Sénat doivent le comprendre, ça n'est pas qu'une affaire, j'allais dire, tout simplement de revenus de dizaines de milliers d'agriculteurs. Ça nous concerne tous, la sécurité alimentaire, la qualité des produits, mais en même temps, un territoire qui continue à être cultivé, vivifié, valorisé. La trame rurale de ce pays, c'est aussi une agriculture qui doit se porter bien, et des agriculteurs qui vivent de leur production. Et n'oublions pas que nous sommes la deuxième puissance agricole du monde. Alors il y a un an, quelques jours, Gérard Larcher, vous étiez élu président du Sénat, vous avez engagé votre mandat sous le signe de la transparence et des économies. Concrètement, comment ça va se traduire dans les mois qui viennent? Très concrètement, le budget du Sénat en 2010 sera le même qu'en 2008, en euros constants, et il sera le même en 2011. Voilà la première traduction sonnante et trébuchante. Nous avons en même temps eu la volonté de nous recentrer sur notre cœur de métier, faire la loi, contrôler le gouvernement, tracer des prospectives, renforcer aussi les droits de l'ensemble des groupes, qu'ils soient de la majorité comme de l'opposition ou des groupes minoritaires. Et les questions cribles de cet après-midi sont une illustration tout simplement d'un Sénat qui débat,
qui joue son rôle comme une des deux chambres du Parlement, qui représente le territoire. J'allais dire transparence, action et au cœur de la vie politique. Alors justement, nous poursuivons le 18h avec le sénateur socialiste de la Drôme, Didier Guillaume, qui va nous rejoindre. Le chômage va continuer à progresser en 2010, c'est ce qu'a également annoncé François Fillon ce matin. Le 27 de ce mois, la seconde séance de questions cribles sera sur le chômage, l'emploi et le plan de relance. Nous interrogerons les ministres sur ce sujet majeur et qui inquiète les Français et qui, à mon avis, est beaucoup plus au cœur des préoccupations des Français que de savoir le poste de président d'un établissement public pour un conseiller général des Hauts-de-Seine. En tous les cas, le Premier ministre ce matin a tenu un certain discours de vérité puisqu'il a dit que la fin de la crise financière n'était pas synonyme de fin de crise tout court, avec donc une progression. La crise, c'est le redressement de l'emploi. Ça n'est pas encore pour tout de suite, il faudra attendre peut-être fin de 2010. Sandra Cerquera. Les prévisions que je fais pour l'année 2010, les économistes disent qu'elles sont trop prudentes. On aura sans doute plus de 1% de croissance. Donc le plus dur de la crise financière est derrière nous. Vers une fin de la crise, les Français en doutent. Selon un sondage BVA pour les Échos, 60% d'entre eux estiment que le plus dur reste à venir. Les économistes leur donnent raison. Même si on a en effet une thématique de reprise en ce moment, finalement les ménages, eux, ne voient pas du tout ça, parce qu'ils voient bien que leurs enfants ont du mal à trouver un job, ils voient bien qu'eux-mêmes ont du mal à changer de travail, donc pour eux c'est encore la crise. Il faudrait atteindre les 1,5 voire 2% de croissance pour voir repartir le marché de l'emploi. Et ce n'est pas pour tout de suite, car le chômage persiste, même quand la récession est finie. Les plus optimistes tablent sur fin 2011. Les Français, eux, ce qu'ils voient, c'est pas la production industrielle ou les bénéfices des entreprises. Eux, ce qu'ils voient, c'est le marché du travail et les salaires. Et ça, bien évidemment, ça arrive toujours en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il faut que tous les blocs de la reprise se soient mis en place pour que, in fine, on ait une reprise de l'emploi et on ait une reprise des salaires. Mais avant cette reprise, la France atteindra, comme les États-Unis ou la plupart des pays européens, un taux de chômage frôlant les 11%. Voilà, Didier Guillaume nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Sénateur socialiste de la Drôme. On parle tout de suite de l'emploi ou vous voulez dire un mot éventuellement sur les polémiques que nous évoquions avec Gérard Larcher? Est-ce que c'est une polémique facile? Je pense à Jean Sarkozy, pour le Parti socialiste qui s'était divisé sur le cas Frédéric Mitterrand. C'est pas du même ressort. Je crois que le cas de Frédéric Mitterrand, ça dépend vraiment de la conscience de Frédéric Mitterrand lui-même. Le cas de Jean Sarkozy, ça découle du népotisme. Donc là, c'est vraiment, Voilà, vraiment une autre histoire. Vous utilisez le mot népotisme. Hein, et Le Monde écrit ce soir, voilà de quoi relancer les doutes sur l'impartialité de l'État en place. Hein, voilà. Allez, sur maintenant l'emploi, la relance, la reprise est là, mais trop faible pour faire reculer le chômage. Que propose le Parti socialiste? Mais d'abord, je pense que nous ne sommes pas forcément d'accord sur le constat. Moi, je pense que la reprise n'est pas là. Si reprise il y avait, le président Larcher vient de le dire, c'est lorsque l'on verrait une reprise de l'emploi. Et aujourd'hui, il y a encore des pans entiers de notre société qui se déverrouillent et des chômeurs de plus en plus. Une croissance de plus de 1% sans doute l'an prochain, dit François Fillon. Tant mieux, c'est bien mieux insuffisante pour créer de l'emploi. Mais lorsqu'on part d'une décroissance à 0,3 ou 0,5, arriver à une croissance à 1, lorsqu'on en a un taux de chômage comme on a aujourd'hui, mais c'est tant mieux, et nous sommes pour la croissance, ça devrait aller plus loin, mais pour l'instant nous n'en sommes pas là. Je vais vous prendre un exemple précis. Une entreprise de la Drôme, Cetila, 113 salariés, qui a des marchés à l'export. Elle a un problème de trésorerie. Il lui manque 600 000 euros. Les banques l'ont lâché. Il y a 113 licenciements, 113 chômeurs depuis maintenant 15 jours. J'ai eu le médiateur de la République. Nous n'avons jamais eu de retour du ministère de l'Économie, jamais de retour du cabinet. Voilà un exemple concret. Avec le préfet, nous nous battons. Mais là, ce n'est pas la reprise. Lorsque l'on constate dans les départements l'augmentation du nombre de RMI, enfin de RSA maintenant, on voit bien que même si reprise il y a en 2010, cela concrètement ne se traduira pas malheureusement pour les salariés qui, eux, sont en grande difficulté. Il n'y a plus de contrat d'intérim, il n'y a plus de contrat à durée déterminée. Je pense qu'il faut faire très attention, lorsque l'on parle de reprise, de ne pas donner trop d'espoir à nos concitoyens, alors qu'eux, ils ne le voient pas directement, et qu'il n'y ait pas une déconnexion entre le discours qui est tenu et la réalité que vivent les Français. Le ministre chargé de la mise en place du plan de relance, Patrick Devedjian, a été auditionné tout à l'heure au Sénat. Que propose le Parti socialiste pour éventuellement renforcer la relance? Mais je crois déjà tout à l'heure, lorsque le ministre a été auditionné par la Commission des finances, on a vu que sur certains sujets, les choses n'étaient pas claires. Prenons un exemple. Le retour de TVA. Le gouvernement prend une bonne mesure en disant toutes les collectivités qui investiront 1 euro de plus en 2009
auront un retour de TVA d'une année en avance. C'est un peu technique, mais plutôt que de le percevoir à N+2, on le perçoit à N+1. Aujourd'hui, le gouvernement est incapable de le mettre en place. Et on ne sait pas si les collectivités auront ce retour de TVA. C'est une question qui lui a été posée. Moi, je ne suis pas là dans la polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce plan de relance fonctionne. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un plan de contre-relance avec la suppression de la taxe professionnelle et le fait que les collectivités locales qui investissent 77%, qui ont 77%... On dit que la réforme, sinon la suppression de la taxe professionnelle, c'est pour justement aider les entreprises, pour les rendre plus compétitives. La taxe professionnelle, c'est 28 milliards. Aujourd'hui, globalement, les entreprises vont gagner 10 milliards. C'est pas contestable. J'étais moi-même pour la suppression de l'ATP. Je suis très à l'aise pour en parler. Non pas pour des raisons de délocalisation, ça n'a aucun sens, pour des raisons de compétitivité, parce que c'est un impôt injuste, même s'il avait été bien réformé sous le gouvernement Jospin. Certains vous rejoignez Gérard Larcher sur suppression la de grande question des compensations pour les communes. Suppression de l'ATP, aucun problème. Contribution économique territoriale, basée sur la valeur ajoutée et basée sur le foncier, ça ne me pose aucun problème. Sauf que, lorsque les collectivités locales investissent 77% sur l'ensemble de l'État, et lorsque l'ATP, qui pour elles ne sera pas compensée, voire même en perdront dès 2010, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la fameuse année blanche dont on nous parle, ce n'est pas tenir compte de la réalité de ce qu'auraient touché les collectivités locales, puisque c'est sur la base 2009 ramené à 2008. Bon. Oui, mais c'est différent. Alors, l'année blanche, un y croit, l'autre conteste l'idée. D'abord, laissons au débat et au Parlement, dont c'est la responsabilité, s'assurer que cette année blanche ne sera pas une année de dupes. Une année noire, surtout. La deuxième des choses, c'est que la référence 2008 est plutôt favorable, car malheureusement, nous avons une baisse de la croissance sur l'année 2009. Je voudrais dire un mot sur la croissance, parce que j'arrive de l'Europe du Sud-Est. J'ai été en Espagne il y a peu. Nous voyons bien que nous avons, dans la difficulté, la perspective d'une reprise de croissance positive. Elle ne suffira pas pour inverser la courbe de l'emploi, car on sait que c'est à partir de 2% de croissance que nous retrouverons. Mais nous avons une croissance positive alors que malheureusement, ceci est important pour nos exportations, auront encore une croissance négative en 2010. Et je dois dire qu'ensemble, nous devons encore rendre plus compétitif le territoire. Voilà pourquoi la compétitivité de nos entreprises, c'est un vrai enjeu. Voilà pourquoi, par rapport à l'annonce de tout à l'heure, je n'ai pas demandé le report de la réforme de l'ATP. Dommage. Ce que j'ai demandé, non, puisqu'on est d'accord sur l'ATP, donc on a le même sentiment. Vous demandez le report. Ce que j'ai demandé, c'est qu'on ne boucle pas une discussion et une décision, notamment de la répartition des nouvelles recettes fiscales entre les collectivités territoriales. Et là, vous avez vu le chef de l'État hier matin, vous a rassuré. Non, j'ai vu le chef de l'État il y a plus d'un mois, et sur ce sujet, c'est un sujet qui sera devant le Parlement, et je l'ai dit, la Commission des finances du Sénat, la délégation collectivités territoriales joueront pleinement leur rôle. Un mot sur la relance. Je voulais vous poser une dernière question sur les banques. Pourquoi la croissance s'améliore plus qu'ailleurs? Disons-le clairement. Les collectivités locales, en 2009, ont investi plus de 50 milliards d'euros. Exact. Et donc, on contribue à la croissance. On contribue à la croissance. Et pourquoi ça ne sera pas une année blanche? Tout simplement parce qu'en 2009, toutes les collectivités locales ont fait leur plan de relance. Et leur plan de relance, c'était beaucoup plus de dépenses utiles et beaucoup plus d'investissements. Et si en 2010, on leur remet ce qu'il y avait en 2008, ça fera 20-25% de pertes pour les collectivités locales. C'est ça la réalité. Oui, un mot. Le plan de relance automobile, c'est un vrai succès. Moi, je suis l'élu d'un département très automobile. 70 000 emplois, le département des Yvelines. Nous en voyons les effets positifs. Et notamment, si nous arrivons à dégager les perspectives recherche et développement sur le véhicule du futur, le véhicule du développement durable, nous aurons des perspectives d'emploi et de développement. Voilà pourquoi tout n'est pas si noir que cela et qu'il nous faut, me semble-t-il, aussi donner à espérer. Merci pour ce dialogue à tous les deux. Merci de votre présence. C'est la fin de ce 18h. À suivre sur Public Sénat. Terrain politique avec à Lyon Gilles Leclerc, vous le savez. Première émission, nouvelle émission politique sur notre chaîne avec comme premier invité, bien sûr, le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. On retrouve Gilles dans quelques instants.